Bonjour à tous et merci Philippe de m'avoir permis de commencer cette session d'actualité. Pour commencer, mes conflits d'intérêts, ou mes liens d'intérêts plutôt, j'ose le dire ici en terre normande, et oui, en terre bretonne, pardon, on peut être normand, fier de l'être en plus, même si nous avons quelques points de discorde avec nos voisins, les Bretons. Voilà. Mais je suis quand même très heureuse d'être ici et je remercie Paul et toute son équipe de cet accueil très chaleureux dans un endroit magnifique. Après cette petite digression, on va en venir à la question qui nous intéresse et l'actualité bibliographique en recherche clinique sur l'année qui vient de s'écouler. Je commencerai cette présentation par des points un peu négatifs qui sont les résultats négatifs des essais thérapeutiques. Et comme vous pouvez le voir, les résultats s'enchaînent et sont désespérément toujours négatifs. On a eu au cours de l'année la publication ou les communiqués de presse des résultats des études de phase 3, Phoenix, ADOR, TUDCA, 3 études de phase 3 qui sont malheureusement négatifs sur leurs objectifs principaux et secondaires. Et puis ont également été très récemment publiés les résultats d'une autre étude de phase 3, l'arimoclomol, également négatif sur l'objectif principal et les objectifs secondaires. Et puis une autre publication au cours de l'année 2023 concernant les résultats d'une étude, cette fois de phase 2, concernant la rapamycine, traitement susceptible de ralentir la progression de la maladie en, d'une part, augmentant les lymphocytes T régulateurs et donc agissant au niveau des processus neuro-inflammatoires et également susceptible d'agir au niveau de l'autophagie. Alors, les résultats ont été publiés dans une revue très prestigieuse. L'objectif principal était négatif, néanmoins quand même un petit bémol puisque certains objectifs secondaires montraient quand même une certaine positivité, bien qu'on puisse ne l'interpréter qu'avec beaucoup de précautions parce qu'il y avait eu des analyses, des tests statistiques multiples qui évidemment diminuent la puissance statistique, mais enfin il y avait quand même peut-être une diminution des cytokines pro-inflammatoires, notamment au niveau plasmatique et au niveau de l'expression des ARN. Alors, si j'ai commencé par les mauvaises nouvelles, c'est également en fait qu'il y a beaucoup de données dans la littérature, et c'est ce à quoi je veux en venir, il y a beaucoup de données dans la littérature sur les dernières années, et notamment sur l'année écoulée, concernant la question de l'hétérogénéité de la SLA et de l'impact très probable de cette hétérogénéité de la maladie sur les résultats négatifs successifs des essais thérapeutiques. Il y a eu une très belle revue récemment publiée par une équipe allemande qui revient justement sur cette hétérogénéité de la SLA et de son impact dans les essais thérapeutiques. Alors, certaines données d'hétérogénéité sont aujourd'hui prises en compte dans les essais thérapeutiques et par exemple la progression de la maladie. Vous savez qu'on va stratifier les patients en fonction des progresseurs rapides, progresseurs lents, donc ce sont déjà des choses que l'on prend en compte dans les essais thérapeutiques, mais il y a quelque chose qui fait aujourd'hui couler pas mal d'encre, qui est l'hétérogénéité moléculaire et qui, à ce jour, reste non pris en compte dans les essais thérapeutiques. Et je vais vous montrer ce en quoi il y a des données dans la littérature qui commencent à émerger sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hétérogénéité moléculaire ? Eh bien, ce sont tous les processus cellulaires sous-jacents qui vont entraîner la neurodégénérescence, comme par exemple le stress oxydatif ou les processus d'activation gliale et de neuroinflammation dont on parlait justement précédemment concernant la rapamycine. Le premier papier dont je voulais vous parler, qui est un papier qui a été publié dans Nature Communication,
très récemment, qui est un papier extrêmement riche, mais duquel je pense que s'il y a un message à retenir, c'est celui-ci. Donc cette étude s'est intéressée à analyser le transcriptome, c'est-à-dire en fait les ARN messagers, vous voyez, de 10 000 gènes, sur des cortex post-mortem de patients, cortex à la fois frontal et cortex moteur, donc 208 patients, ce qui correspondait à 451 prélèvements tissulaires, donc une étude très riche. Et en étudiant le transcriptome, eh bien, les auteurs ont pu mettre en évidence que finalement, on pouvait déterminer des clusters de gènes, c'est-à-dire en fait des ensembles de gènes qui vont sous-tendre des mécanismes cellulaires. Et on va pouvoir finalement, comme ça, distinguer 3 sous-types dans cette étude, qui étaient le premier sous-type, l'activation gliale, le deuxième, le stress oxydatif, et puis le troisième sous-type, la dérégulation de la transcription. Alors, cette étude, encore une fois extrêmement riche, je vous montre que quelques données, mais cette étude montre que finalement, si on prend les clusters de gènes, eh bien, on peut définir des clusters de patients, et que cette étude montre qu'il y a une différence significative dans la survie des patients s'ils ont à prédominance un processus neuro-inflammatoire ou un autre processus. Donc ces résultats suggèrent que les mécanismes sous-jacents pourraient être responsables d'une partie au moins de l'hétérogénéité clinique que l'on observe. Le deuxième papier dont je voudrais vous rapporter les résultats concernant cette même thématique porte cette fois, donc c'est un papier qui a été réalisé par nos collègues anglais, qui porte cette fois sur 112 prélèvements post-mortem, qui identifie également 3 clusters, qui sont un peu différents, mais néanmoins avec des processus qui sont identiques au précédent papier. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils peuvent de nouveau démontrer les mêmes résultats sur une seconde cohorte de patients, qui est cette fois une cohorte de patients des États-Unis, et surtout en fait que ces résultats peuvent être également retrouvés sur l'analyse du sang. Ces résultats suggèrent donc qu'il pourrait à l'avenir y avoir une possibilité de définir des sous-types de population en fonction des sous-types de processus biologiques sous-jacents et par conséquent peut-être améliorer en fait la stratification des patients dans les essais thérapeutiques en fonction de ces données. Venons maintenant à des choses un petit peu plus cliniques et le premier papier que je vous rapporterai concerne l'étude des neurofilaments. Comme vous le savez tous, c'est un marqueur aujourd'hui, c'est une protéine que l'on peut doser à la fois sur le LCR et sur le sang, qui est une protéine marqueur de la dégénérescence, notamment axonale. Et il a été clairement aujourd'hui démontré que c'était un marqueur fiable de la progression de la maladie et de la survie des patients. Cette étude réalisée par nos collègues allemands sur une cohorte importante de patients avait pour but de voir s'il y avait un impact particulier, des différences significatives entre le taux de neurofilaments en fonction, encore une fois, des sous-types de patients, mais cette fois sous-types cliniques, en fonction de l'atteinte motoneuronale, qu'elle soit plutôt centrale ou périphérique, ou en fonction des présentations cliniques. Et cette étude montre donc qu'il existe des différences significatives entre le taux de neurofilaments dans les différentes formes cliniques. Avec, vous voyez, surtout ce qui ressort, c'est que les atteintes bulbaires semblent avoir des taux de neurofilaments beaucoup plus élevés et significativement plus élevés que les autres formes de maladie, de début de maladie, et par ailleurs qu'il existe également des différences significatives dans le taux de neurofilaments en fonction de l'atteinte du neurone moteur central ou du neurone moteur périphérique, avec des taux plus faibles dans les atteintes du neurone moteur périphérique. Enfin, dernier renseignement important et intéressant, c'est qu'il est clairement démontré sur cette cohorte avec un suivi de 12 mois que les taux de neurofilaments restent stables au cours de l'évolution de la maladie, en tous les cas sur les 12 mois étudiés. Donc, ces résultats sont évidemment intéressants
est important pour prendre en compte le taux de neurofilaments dans les stratifications également, dans les essais thérapeutiques, en fonction des sous-types de maladies et en fonction de l'atteinte à prédominance centrale ou périphérique. Autre résultat d'études concernant l'analyse des neurofilaments, et cette fois l'utilisation du dosage des neurofilaments en tant que marqueur diagnostique pour le diagnostic différentiel avec la neuropathie motrice multifocale, qui est une neuropathie inflammatoire qui peut mimer un tableau de SLA, en tous les cas être extrêmement trompeur au début de l'évolution. Et deux publications ont été rapportées cette année qui arrivent exactement aux mêmes conclusions. À savoir que les neurofilaments sont un bon marqueur du diagnostic différentiel entre les deux pathologies, avec une excellente sensibilité et une excellente spécificité. Et les deux papiers retrouvent en fait un cut-off de dosage des neurofilaments sériques identique, estimé à 44 picogrammes par millilitre, et un cut-off pour le dosage des neurofilaments au niveau du LCR à 715. Donc des résultats qui sont intéressants et importants pour notre pratique clinique. Autre examen complémentaire qui peut éventuellement aider au diagnostic différentiel, c'est l'échographie de nerfs. Alors c'est vrai qu'il y a eu des publications concernant l'échographie de nerfs dans la SLA, mais c'est une technique d'exploration qui est aujourd'hui surtout utilisée dans le diagnostic positif des neuropathies et notamment des neuropathies inflammatoires. Alors c'est une petite étude, hein, vous voyez très peu de patients, mais néanmoins ce qui m'a semblé intéressant dans cette étude, c'est que comme on peut le savoir, comme on le savait déjà, en fait le diamètre des nerfs est significativement différent entre les SLA et les neuropathies inflammatoires, dans lesquelles on sait qu'il y a une augmentation de la surface du diamètre des nerfs, mais également donc des différences au niveau de la vascularisation, qui est un signe de l'atteinte inflammatoire des nerfs. Néanmoins, ce que les auteurs soulignent, c'est que, et comme on peut le voir sur le diagramme B à droite de la diapositive, c'est que finalement, chez les patients SLA, il semble y avoir quand même une certaine hétérogénéité à ce niveau, et qu'il pourrait y avoir éventuellement des patients qui aient davantage de processus inflammatoires que d'autres, et c'est donc une piste intéressante à creuser. Quelques données sur l'atteinte respiratoire et sur ce sujet, un premier papier qui a été publié dans Neurologie, qui est une étude, une belle étude randomisée donc entre deux groupes de patients. Cette étude avait pour but d'évaluer l'impact d'un entraînement musculaire au niveau respiratoire versus une prise en charge habituelle classique. Alors, vous voyez que l'entraînement consistait en 2 jours d'entraînement du patient, puis un réentraînement au bout d'une semaine, et ensuite 12 semaines d'entraînement à domicile, avec un entraînement qui était néanmoins modéré, puisque c'était seulement 30% en fait de la force expiratoire et inspiratoire. Ce que l'on peut noter des résultats de cette étude, qui était réalisée, comme vous pouvez le voir, sur des patients relativement en début d'évolution de maladie, puisque les ALS-FRS étaient aux alentours de 40 et avec des capacités respiratoires qui étaient aux alentours de 90, c'est que l'entraînement musculaire permet d'améliorer la pression expiratoire, donc la force des muscles expiratoires, et permet également d'améliorer le pic à la toux, donc améliorer la force des muscles expiratoires et intervenant dans la toux. Et tout en sachant que ce type de prise en charge n'avait pas aggravé les patients sur le plan ALS-FRS, donc sur le plan fonctionnel. Il n'y a pas eu de différence significative entre les deux groupes au bout des 12 semaines d'entraînement. Il n'y avait pas non plus de répercussions sur le plan nutritionnel.
Ce qui amène les auteurs à conclure qu'il y a des données de classe 2 qui permettent de préciser que l'entraînement respiratoire pourrait améliorer la fonction des muscles expiratoires. Autre papier concernant la prise en charge respiratoire, c'est un papier de nos collègues espagnols concernant l'impact de la mise en place précoce de la ventilation donc dans la SLA. 42 patients ont été inclus dans cette étude qui était randomisée, bien évidemment en ouvert, puisque en fait soit les patients étaient appareillés précocement, c'est-à-dire avec une capacité vitale supérieure à 75%, soit ils étaient appareillés de façon classique avec une capacité vitale inférieure à 50%. Les résultats de cette étude montrent qu'il y a uniquement au 3e mois d'évolution, mais pas dans la suite de l'évaluation, une différence significative sur les capacités vitales et le SNP, donc des résultats plutôt décevants. Il y avait cependant une diminution du nombre d'événements respiratoires chez les patients qui avaient été pris en charge sur le plan respiratoire de façon précoce. Et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence en ce qui concerne la médiane de survie, avec une tendance à l'amélioration, mais non significative, dans le groupe traité précocement versus le groupe traité ayant une prise en charge respiratoire classique. Donc, aucune donnée sur cette étude randomisée qui nous permette en fait de nous conforter dans l'idée de l'importance d'appareiller précocement les patients sur cette étude randomisée, en tous les cas. Autre dernier papier que je vous rapporterai sur la prise en charge respiratoire, qui est une étude cette fois rétrospective qui a été menée par nos collègues italiens, donc sur un grand nombre de patients appareillés. Et la question était de savoir quel était l'impact sur le déclin des fonctions motrices de la mise en place de la ventilation. Cette étude montre que l'impact sur l'ALS-FRS est positif, sur l'impact sur la LS-FRS en excluant les données donc respiratoires, donc uniquement sur les 9 premiers items. Et vous voyez qu'il y a une modification de la pente de décroissance de la LS-FRS qui est significativement positive chez les patients qui ont été ventilés. Les résultats de cette étude ont ensuite été répliqués sur la base de données PROACT, donc sur un très grand nombre de patients avec des résultats similaires. Cette étude montre donc l'importance d'appareiller les patients, alors certes avec un certain nombre de limites méthodologiques, notamment sur le fait que ce soit une étude observationnelle rétrospective, mais néanmoins, ces résultats sont quand même intéressants sur l'impact que la ventilation pourrait avoir sur les fonctions motrices en ralentissant l'aggravation des fonctions motrices. Et bien évidemment, là aussi, quand on prend en compte les essais thérapeutiques, eh bien, ça pourrait être quelque chose qui alerte sur l'importance peut-être de stratifier également les patients, ou en tous les cas de tenir compte du fait qu'ils soient ventilés ou non dans les essais thérapeutiques. Autre thématique qui commence à apparaître dans la littérature, ce sont l'évaluation des symptômes non moteurs. Deux beaux papiers ont été récemment publiés. Le premier de l'équipe anglaise, donc qui est une enquête qui a été faite online sur 500 patients SLA et 400 contrôles. 20 items distingués en 5 domaines avaient été évalués sur cette enquête, et comprenant les fonctions autonomes, les troubles du sommeil, les douleurs, les troubles gastro-intestinaux et la labilité émotionnelle. Et cette étude montre que certains symptômes sont clairement et très significativement associés à la SLA, notamment les douleurs des membres inférieurs, et chose peut-être un peu moins connue aujourd'hui dans la littérature,
les troubles urinaires. Et puis, cette étude montre également que certains symptômes sont significativement plus souvent rapportés dans la SLA versus les contrôles, qui sont les symptômes de dysautonomie. Là encore, aujourd'hui, ce sont des choses que l'on prend peu en compte dans la prise en charge des patients, et évidemment également les douleurs et les symptômes psychiatriques. Et un deuxième papier a été en parallèle publié cette fois par l'équipe de Sharon Abraham. C'est une étude qui était plus large parce que qui n'intéressait pas uniquement des patients SLA, mais des patients atteints de maladies du neurone moteur. 120 patients ont été évalués concernant ces symptômes non moteurs. Et vous voyez qu'on retrouve des symptômes non moteurs chez 99% des symptômes des patients qui ont été évalués. Alors viennent en premier la douleur et la fatigue, chose que l'on retrouve évidemment très fréquemment en pratique clinique, puis les troubles gastro-intestinaux, les troubles du sommeil, les troubles psychiatriques, et vous voyez ont également été évalués dans cette étude les dysfonctions sexuelles, et qui représentent un tiers des personnes interrogées. Cette étude montre, alors il y a énormément de résultats, mais en résumé, cette étude montre qu'il existe de façon significative un lien entre les symptômes non moteurs et l'ALS-FRS-R et la survie des patients. Donc, autrement dit, ces symptômes sont d'autant plus fréquemment retrouvés que les patients sont à un stade évolué ou étant avec une survie plus longue. Il n'y avait pas de différence significative en fonction du sexe, de l'âge au diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Donc évidemment, ces résultats attirent sur l'importance d'évaluer et de prendre en charge ces symptômes concernant la qualité de vie des patients, mais également sur peut-être l'importance de considérer ces symptômes non moteurs dans les essais thérapeutiques. Autre papier justement concernant les symptômes dans la SLA et la prise en charge, et c'est une étude réalisée par nos collègues anglais concernant l'impact sur la qualité de vie d'une prise en charge psychologique classique versus une thérapie psychologique incorporant à la fois un travail sur l'acceptation, sur la pleine conscience et une thérapie comportementale. C'est une étude qui a été multicentrique, randomisée, incluant 16 centres SLA. Et les patients recevaient donc soit un suivi psychologique classique, soit un suivi psychologique classique plus une prise en charge telle que je viens de le décrire précédemment. L'objectif principal de cette étude était l'évaluation de la qualité de vie à 6 mois, et 400 patients ont été inclus dans cette étude. Comme vous pouvez le voir sur les résultats, une fois pris en compte l'âge, le sexe et les thérapies, eh bien, cette étude montre qu'il existe une différence significative en termes de qualité de vie pour les patients ayant bénéficié d'un soutien psychologique classique versus une psychothérapie associée. Et cette publication attire donc notre attention sur l'intérêt d'une prise en charge maintenue pour améliorer la qualité de vie des patients. Quelques mots sur le plan génétique et concernant les publications récentes de gènes intervenant dans le métabolisme des sphingolipides. Donc en 2021, avait déjà été publié dans le JAMA Neurologie 4 patients présentant une mutation dans le gène SPTLC1. Donc c'est un gène qui est connu pour donner des tableaux cliniques de neuropathie sensitive et dysautonomique.
Et ce premier papier avait rapporté donc 4 patients ayant des formes juvéniles de SLA, avec néanmoins des formes un peu particulières, puisque comme vous pouvez le voir, ça s'associait à des déformations des pieds, des déformations musculo-squelettiques, des troubles sensitifs. Courant 2023, nos collègues de Nîmes ont repris la cohorte de patients SLA qu'ils avaient. Donc, vous voyez, 1130 patients SLA. Parmi ces patients, ces 1130 patients SLA, il y avait 50 SLA juvéniles. Et sur ces 50 patients présentant une SLA juvénile, ils ont retrouvé 5 patients présentant le variant dans le gène SPTLC1, donc variant responsable du coup du tableau clinique de SLA. Courant de cette année 2024, c'est cette fois un autre gène intervenant dans le métabolisme des sphingolipides qui a été décrit dans des formes de SLA à début précoce. Vous voyez 4 patients rapportés avec un âge de début des symptômes entre 20 et 30 ans. Il s'agit donc de formes de transmission autosomique dominante avec une évolution plutôt lente puisque l'âge au moment de l'évaluation était situé entre 30 et 40 ans et avec des patients qui présentaient des tableaux cliniques qui étaient tout à fait similaires à des tableaux cliniques de SLA, avec néanmoins pour certains des signes accompagnateurs, notamment des formations squelettiques ou cataractes. Donc, ces différents papiers sont intéressants dans ce sens que d'abord ils permettent la description de nouvelles formes génétiques responsables de formes juvéniles de la maladie et par ailleurs suggère que le métabolisme des sphingolipides pourrait être également un mécanisme pathogénique responsable de la SLA et peut-être une nouvelle voie thérapeutique, au moins pour ces patients. Autre donnée sur le plan génétique, c'est cette fois la description de mutations dans le gène COX7, gène donc décrit de transmission récessive, déjà connu pour donner des phénotypes pédiatriques sévères de maladies neurologiques et de façon plus large avec retard mental, également des tableaux cliniques de paraparésie spastique. Et ce papier rapporte 3 patients présentant des tableaux cliniques de neuropathie motrice distale, un peu atypiques, puisque associés à des signes d'atteinte cortico-spinaux, et donc des tableaux un petit peu spécifiques. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de retenir ce tableau clinique et de l'avoir en tête? Eh bien, tout simplement puisque cette protéine est impliquée, c'est une protéine mitochondriale qui est notamment impliquée dans la biosynthèse du coenzyme Q10 et pour l'instant, nous n'avons pas de données, mais on peut se poser la question de l'intérêt d'une suppléance en coenzyme Q10 dans ces formes particulières de la maladie. Et puis, dernière donnée sur le plan génétique, c'est une étude de différentes familles rapportées par l'équipe d'Orlar-Diman, qui présente donc 3 familles différentes, dans lesquels, comme vous pouvez le voir, plusieurs individus malades présentent des mutations C9orf72, mais comme vous pouvez le voir également, certains individus présentent un tableau clinique de SLA et ou de DFT sans mutation dans le gène C9orf72 et avec, pour certains, une analyse de l'exome, pour d'autres une analyse du génome, n'ayant pas mis en évidence d'autres mutations pouvant expliquer le tableau neurologique.
Ces résultats suggèrent que des apparentés au premier degré de patients atteints de SLA pourraient en fait être à risque de développer une SLA, même s'ils ne sont pas porteurs de la mutation dans le gène C9 présent dans la famille. Et dans cette étude, les auteurs rapportent qu'on pourrait estimer ce risque à 1,8% de risque pour les apparentés non mutées. Bien évidemment, ces données sont extrêmement importantes et amènent à une grande prudence dans le conseil génétique de ces patients atteints de mutation C9. Et le mécanisme sous-jacent pouvant expliquer ces discordances entre l'absence de mutation et un phénotype identique aux autres membres de la famille est de 3 ordres. Soit il pourrait s'agir de mosaïcisme, soit il pourrait s'agir de facteurs environnementaux communs aux différents membres de la famille, ou bien éventuellement de facteurs épigénétiques. Et puis, pour terminer, les résultats de suivi de patients SLA traités par tofersen, résultats de nos collègues allemands. Donc, vous voyez qu'ils rapportent là 42 patients mutés SOD1 et traités par tofersen. Donc, sur ces 42 patients, il y en a les 2/3 à peu près qui ont été traités, 27 patients traités, et 17 patients inclus, du fait qu'on avait suffisamment de données, donc inclus dans cette analyse. Sur ces 17 patients, ce que l'on note, c'est qu'il y en a 9 sur 17, donc à peu près environ 50%, qui présentaient une décroissance, on va dire, classique, une aggravation classique de la maladie, et qui, sous traitement, restent stables, voire notent une discrète amélioration sur le plan fonctionnel. Il y a environ 25% des patients qui présentaient déjà une aggravation rapide des symptômes et qui continuent de s'aggraver sous traitement par tofersen. Et puis, il y a 3 sur 17 patients qui présentent une aggravation progressive malgré le traitement par tofersen. Donc, ces premiers résultats sont des premiers résultats de données de vraie vie, dont bien évidemment on ne peut tirer aucune conclusion, mais c'est assez intéressant de voir quels peuvent être les profils évolutifs des patients sous traitement. Pour finir, juste pour vous rappeler qu'il y a des guidelines qui ont été récemment publiés par l'European Academy de Neurologie, et en ayant survolé rapidement ces guidelines, j'attirerai juste votre attention sur la prise en charge des patients sur le plan musculaire. Il est clairement spécifié qu'un programme de travail actif contre résistance pourrait être envisagé chez ces patients, bien évidemment avec beaucoup de prudence. Et je relirai ces recommandations aux résultats d'une publication de méta-analyse très récemment publiée, qui montre que, en tous les cas, il n'y a pas d'aggravation des patients sous thérapie musculaire d'entretien musculaire, que ce soit à court, moyen ou long terme, ce qui clairement, c'est probablement ce qu'on faisait déjà dans nos pratiques courantes, mais qui renforce cette idée qu'en tous les cas, les patients peuvent continuer à avoir une certaine activité musculaire. Voilà, donc en conclusion, je dirais que ce qui m'a semblé intéressant sur l'année écoulée, d'un point de vue de clinicienne, eh bien, c'est cette approche nouvelle concernant les processus moléculaires qui sous-tendent probablement l'hétérogénéité clinique et pathologique des patients. Sur le plan génétique, évidemment, toujours des progrès et peut-être de nouvelles voies thérapeutiques. Et puis enfin, sur la prise en charge, j'attire votre attention sur les symptômes non moteurs, sur la prudence concernant le conseil génétique,
et puis des données concernant le tofersen à suivre. Je vous remercie de votre attention.